L'inter-Suédoine Télévision Diaspora FM, c'est bien dans les clés du monde, le décryptage de l'actualité internationale. Deux sujets en débat. Le premier, 12e sommet du G20. Les objectifs ont-ils été atteints? C'est la principale interrogation que nous allons poser dans un instant à James William Gbaguidi. D'abord, bonjour James William Gbaguidi. Bonjour à vous, Tranquilla Kadbenotin. Bonjour à nos amis téléspectateurs et à tous les auditeurs. Et voilà, c'était en fin de semaine dernière à Hambourg, en Allemagne. Les dirigeants des 20 pays les plus puissants du monde se sont réunis autour des grands enjeux planétaires contemporains. D'abord, un peu de mots. Commencez par nous expliquer ce que c'est que le G20. Bien, nous en avons légèrement parlé la semaine dernière. Le G20, c'est un regroupement de 20 pays, les 20 pays les plus riches du monde. C'est sur le plan économique que cette richesse a été établie. Mais quand on compte les 20 premiers pays du monde, donc on en vient à la conséquence qu'un pays africain, aucun pays africain n'aurait été concerné par le G20. Donc, il a fallu arbitrer pour choisir un pays africain pour faire partie de ce G20. Donc, on a les 20 pays les plus riches du monde. On a naturellement les 5 pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. On a les pays émergents que sont le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, les pays du BRICS. On a donc l'Afrique du Sud qui est un pays d'Afrique. On a la Corée du Sud, on a le Mexique, on a l'Arabie Saoudite. On a donc un certain nombre de pays qui constituent pratiquement les 2 tiers de la population mondiale et détiennent à eux 20 pratiquement 80 à 85% de toutes les richesses qui se trouvent sur cette planète. C'était donc à l'occasion de ce sommet, l'occasion pour les dirigeants de se prononcer sur le climat après le retrait annoncé par les États-Unis d'Amérique. Qu'en est-il aujourd'hui, au lendemain de ce grand sommet? Alors oui, pendant le sommet du G20, le président américain a été plus ou moins chahuté par ses pairs pour lui demander de revenir sur sa décision qui a consisté il y a quelques semaines à annoncer que les États-Unis n'appliqueraient pas le compromis de Paris, la COP21, qui envisage de limiter le réchauffement climatique à 2%, à un maximum de 2% dans les prochaines années. Le président américain avait alors estimé, à la suite de certains de ses compatriotes, surtout parmi les lobbies du pétrole, que le réchauffement climatique est une action naturelle. D'abord, il y en a même qui disent qu'il n'y a même pas de réchauffement climatique, que le cycle des planètes se fait et que ce cycle-là aurait connu les mêmes effets, même si les hommes n'avaient pas, même s'il n'y avait pas un effet anthropique, c'est-à-dire l'action de l'homme. Et donc, le président américain a estimé, avec le soutien de tous ces lobbies-là, qu'il était inutile de renoncer à certaines de ces prérogatives, et notamment d'appliquer les dispositions contenues dans le traité de Paris, l'accord de Paris sur le climat. Donc au sommet du G20, le président Vladimir Poutine a été approché par chacun de ces grandes puissances, de ses partenaires au sein de ce club des pays les plus riches, qui lui ont fait savoir très clairement que la position des États-Unis n'était pas une position raisonnable par rapport au climat, qu'il fallait donc essayer de comprendre et de renoncer à cette décision qu'il a prise. Le président américain n'a pas donné de gage par rapport à cela, il n'a pas renoncé clairement à ses ambitions. Le président français a fini par annoncer à l'occasion de ce sommet qu'il y aura un nouveau sommet sur le climat, mais que les choses soient claires, hein. Il ne s'agit pas d'une renégociation, parce que le président américain avait annoncé, pendant qu'il était en train de quitter, d'annoncer son retrait de la COP21, il a annoncé qu'il souhaitait une renégociation de l'accord de Paris sur le climat pour alléger les obligations qui sont celles des États. Mais le président français, en annonçant un nouveau sommet sur le climat, a été très clair. Il ne s'agit pas donc de cette renégociation voulue par le président Donald Trump, mais tout simplement d'une rencontre d'étape sur les mises en œuvre de ce traité, de cet accord par chacune des parties. Donc cette rencontre devrait avoir très bientôt lieu et chacun va dire ce qu'il a déjà fait en faveur du climat. Ceux qui, comme les États-Unis, ont
décidé de se retirer pourraient être invités et venir dire pourquoi ils se retirent et peut-être même à cette occasion-là être convaincus de revenir sur leurs intentions. Mais avec un président comme Donald Trump, ce n'est pas gagné d'avance. Des discussions bilatérales ont été enregistrées au cours de ce sommet du G20, d'abord entre Poutine et Trump, et de l'autre côté entre Macron et Trump, je crois, et puis Merkel et Poutine. Oui, et que se sont-ils dit? Voilà, il y a eu beaucoup de discussions bilatérales. Vous savez, à ce genre de sommet, la quasi-totalité des chefs d'État et de gouvernement présents trouvent l'occasion d'échanger, ne serait-ce que pendant quelques minutes, les uns avec les autres, pour se dire certaines choses, pour remettre en selle les relations qu'il y a entre leurs pays. À l'occasion du sommet du G20 à Hambourg, c'était la première fois de l'histoire que se rencontraient Vladimir Poutine et le président américain, le nouveau président américain Donald Trump. Et donc, les deux hommes se sont parlé, ils ont échangé longuement pendant plusieurs minutes sur les questions qui les préoccupent. Le président américain dit avoir parlé avec le président Poutine de ses soupçons d'ingérence russe dans les affaires américaines à l'occasion des élections qui l'ont vu arriver lui-même au pouvoir. D'ailleurs, vous savez que c'est lui qui est le bénéficiaire, ou qui serait le bénéficiaire de ces manigances attribuées à la Russie. En tout cas, il dit en avoir parlé avec le président Poutine de façon ferme. De l'autre côté, ce dont on peut être sûr, c'est que les relations entre les deux pays ont été évoquées. On sait très bien que les relations entre les États-Unis d'Amérique et la Russie aujourd'hui sont des relations quelque peu tendues. On avait pensé que l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine allait faire baisser la tension. Mais on connaît aussi Vladimir Poutine, non pas de Vladimir, de Donald Trump. On connaît aussi Donald Trump avec ses écarts, on connaît son imprévisibilité. On a donc plus ou moins vu deux chefs d'État qui se sont parlé très cordialement, mais qui, en réalité, dans le fond, sont restés chacun sur leur position, sur des éléments très importants de leur relation, en tout cas des relations entre leurs deux pays. À l'arrivée, un G20 pour rien? Je ne dirais pas qu'il y a eu un G20 pour rien. Il y a eu des décisions qui ont été prises, notamment sur le plan du protectionnisme. Le président américain, quand il est arrivé au pouvoir, il a annoncé qu'il mettrait en place une politique de protectionnisme pour l'économie américaine, quelles que soient les circonstances. S'il y a un produit venu de l'extérieur qui risque de coûter moins cher que ce que produisent les Américains, il a promis de taxer cela à un tel point qu'aucun produit venu de l'extérieur ne saura faire concurrence aux produits américains. Cette politique de protectionnisme exacerbée ne plaisait pas du tout aux autres membres du G20 qui ont fini par obtenir un compromis en matière commerciale sur le protectionnisme. Il a donc été reconnu pour chaque État de mettre en œuvre certaines politiques pour essayer de réussir à endiguer les effets néfastes de la concurrence, je dirais, de la concurrence débridée que livrent certains États par leurs subventions aux produits qui se trouvent dans d'autres États. Et donc, le président américain a obtenu gain de cause dans une certaine mesure, mais dans le même temps, il lui a été rappelé que ce protectionnisme exacerbé n'était pas une bonne chose, ni même pour l'économie de son pays, et encore moins pour l'économie mondiale. Et puis, on finirait peut-être en parlant de ce que les États africains ont obtenu. Justement, voilà. Voilà, les différents chefs d'État africains présents au G20. D'abord, première chose, seul un État africain est membre légitime du G20, c'est l'Afrique du Sud pour le moment, mais d'autres pays africains étaient représentés. Vous avez pu voir sur les images Alpha Condé qui était présent. D'abord, il y a eu une sorte de mini-sommet des chefs d'État africains en marge du G20. Il y avait le président africain, Alpha Condé, le président nigérien, il y avait le président rwandais, il y avait le président sénégalais et bien d'autres, l'ivoiriens également, qui étaient présents au G20, qui ont discuté donc avec la chancelière Merkel, et qui, de l'autre côté, il y avait également, au niveau du grand sommet, il y avait le président Macky Sall qui a représenté l'État africain, il y avait également Bengoua Mutharika, si je ne m'abuse, en tout cas certains étaient présents et ont échangé véritablement avec les dirigeants du G20. Ils ont obtenu que le G20, par les moyens énormes, je dirais colossaux dont il dispose, pourra contribuer encore un peu au relèvement de la situation économique du continent africain, en tout cas participer
au développement de ces États-là. Des fonds devraient être mis à disposition de ces États par le G20. C'est un engagement qui vient d'être pris par ces États. Et comme à l'accoutumée, on espère que cela sera respecté parce que vous le savez très bien, les engagements que prennent les États à l'occasion des grands sommets internationaux, ce n'est pas tout le temps qu'ils les respectent. Et deuxième sujet en débat, Mossoul libéré, l'État islamique vaincu, 9 mois après le début de l'offensive de l'armée irakienne. L'État islamique cède à Mossoul, la deuxième ville d'Irak. Comment en est-on arrivé à cette victoire? Alors la victoire de Mossoul est une victoire qui a été longue à se dessiner. C'est 9 mois de combat. 9 mois de combat difficiles. Il faut se souvenir que c'est en 2014 que l'armée de l'État islamique, les troupes de l'État islamique sont arrivées à leur apogée. C'était à l'époque l'État islamique au Levant, en Irak et au Levant. Tout a commencé donc en Irak, sur les ruines de ce pays meurtri par plusieurs décennies de guerre, notamment la guerre contre le dirigeant Saddam Hussein qui a été vaincu par donc, les Américains en 2003. Et donc c'est sur les ruines de ce pays qui avait tellement de mal à se sortir de la situation politico-militaire dans laquelle elle se trouvait que l'État islamique a émergé. Et en 2014, l'État islamique contrôlait pratiquement la moitié du territoire de l'Irak ainsi qu'une bonne moitié du territoire de la Syrie. À ce moment-là, l'État islamique avait véritablement un arsenal militaire gigantesque à sa disposition, avait une capacité d'exploitation des puits de pétrole parce qu'il contrôlait des régions très pétrolifères, notamment en Irak. Et ce pétrole a été livré, entre autres, à des pays comme la Turquie, en tout cas selon ce que certains experts internationaux ont rapporté. On a vu de nombreux convois de camions citernes aller vers la Turquie. Et il semblerait donc qu'à l'époque, besoin de ressources énergétiques, la Turquie ne faisait pas vraiment la fine bouche pour acheter son pétrole à l'État islamique. Et puis, progressivement, on a vu l'État islamique avec les dérives, je ne dirais même pas les dérives, la mise en œuvre de son idéologie, les massacres qui ont pu être commis. On se souvient par exemple de ce pilote jordanien dont l'avion a été battu, qui a été capturé par les hommes de l'État islamique, qui a été mis dans une cage, suspendu au-dessus d'un brasier et brûlé vif. C'était des images horribles que l'État islamique avait filmées et diffusées. On se souvient également de ces otages occidentaux qui ont été égorgés sur des plages dans ce pays, en tout cas que ce soit en Irak ou en Syrie. Les actions de l'État islamique étaient de telle nature qu'à un moment donné, puis son avancée ne cessait de faire l'objet de craintes. À un moment donné, les États-Unis d'Amérique, avec le président Barack Hussein Obama, la France du président Hollande à l'époque et la Grande-Bretagne vont prendre la tête d'une coalition internationale pour lutter contre l'État islamique. Plusieurs États arabes vont faire partie de cette coalition et le recul de l'État islamique va s'amorcer en 2015 et ce recul va s'accentuer en 2016. Puis on arrive en 2017 à une accentuation des offensives, notamment avec l'intervention de la Russie aux côtés du régime syrien qui lui aussi combat l'État islamique, même si lui-même n'est pas un régime qui est en bon terme avec l'ensemble de la communauté occidentale. Il y a eu donc cette conjonction des forces parfois opposées, mais qui avaient pour ennemi commun l'État islamique. Cette conjonction de pression militaire sur l'État islamique lui a fait aujourd'hui perdre la principale ville, non pas la plus importante peut-être, mais l'une des plus importantes, parce que c'est là, justement, à Mossoul, que en 1914, le dirigeant de l'État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, a proclamé la naissance du califat et s'est donc proclamé lui-même calife et a appelé, bien sûr, les islamistes de son Nakabi à commettre des attentats partout où ils le peuvent contre les Occidentaux, contre ceux qu'il appelle les hérétiques ou les mécréants. James William Gbagidi, je rappelle que vous êtes spécialiste des questions internationales. Dites-nous en quoi la reprise de Mossoul apparaît-elle comme une avancée majeure dans la guerre contre les mouvements djihadistes? Alors justement, c'est parce que Mossoul est une ville très importante, la deuxième ville d'Irak.
c'est une ville de plusieurs millions d'habitants. Certains sont restés dans les ruines de la vieille ville jusqu'à la fin de la bataille. L'importance de Mossoul vient du fait que c'est là justement que le leader de l'État islamique avait proclamé son califat. L'importance vient aussi du fait que les djihadistes entendaient faire de Mossoul la capitale de l'État islamique, notamment en Irak, et de Raqqa, la capitale de l'État islamique en Syrie. Et cette bataille qui a fini par faire perdre Mossoul aux islamistes donne un goût de victoire majeure à l'armée irakienne, parce que déjà il faut se souvenir qu'en 2014, quand les djihadistes sont arrivés à Mossoul, l'armée irakienne a procédé à une débandade. On a voulu nous faire croire que c'était un repli tactique, mais c'était une débandade totalement désorganisée. Il y a eu plus de 900 soldats irakiens qui avaient été capturés en ce moment-là par les djihadistes, et ils ont tout simplement été égorgés devant les caméras de télévision. S'achemine-t-on aujourd'hui vers la fin de l'État islamique? Il y a certainement, oui, une défaite majeure que l'on ne peut pas contester. L'État islamique perd Mossoul. L'État islamique est sur le point de perdre également la ville de Raqqa en Syrie, et puis le territoire qu'il avait contrôlé, qui était plus grand que plusieurs États européens, aujourd'hui est totalement réduit. Il lui reste encore certainement des emplacements important, mais le territoire contrôlé par l'État islamique se réduit comme une peau de chagrin. Les forces de l'État islamique reculent, les moyens militaires dont disposait l'État islamique sont détruits ou sont en recul permanent. Les moyens économiques, les puits de pétrole ayant été pour beaucoup bombardés, les sites que l'État islamique utilisait pour les transactions ayant été également beaucoup bombardées, l'État islamique est en recul, et il se prépare certainement aujourd'hui à une transformation majeure dans son histoire. Mais Siravo, c'était donc les clés du monde, un programme qu'organisé par Del Télévision et Diaspora FM. Deux sujets étaient en débat: libération de Mossoul, le début de la fin de l'État islamique. Vous avez eu les éléments de réponse avec James William Agbaguidi. Et puis, quel est le bilan du sommet qui s'est tenu à Hambourg en Allemagne, le sommet du G20? Vous avez eu également toutes les précisions. En interprogramme bientôt sur Del Télévision et Diaspora FM, cette rubrique spéciale, les clés du monde.